Clé de sécurité matérielle. Plus besoin d'App Store. Elon, patron sans parole. Élitreuillage. Lightning et USB-C. Jeudi 15 décembre 2022. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 301. Bonjour à toutes et à tous. Les mises à jour 16.2 d'iOS, iPadOS, tvOS, 9.2 de watchOS et 13.1 de macOS Ventura sont arrivés mardi soir, ce qui a déclenché la première livraison pour les développeurs de bêta pour les prochaines mises à jour, autrement dit la 16.3 pour iOS. Et parmi les nouveautés, la possibilité, Fabrice, d'une double authentification via une clé de sécurité hardware. C'est une sorte de dongle en fait qu'on va pouvoir utiliser. Ça dépend de ce genre de clé. Ce qui est notable là-dedans, c'est que Apple fait vraiment là, des grands pas pour essayer de sécuriser et de verrouiller toutes nos données sur nos iPhones, sur nos appareils et aussi en ligne avec les dernières nouveautés de cryptage, de chiffrement sur iCloud. Ce genre de clé, pour un iPhone, ça marche plutôt avec la puce NFC, voire le Bluetooth. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un code à 6 chiffres qui change toutes les 30 secondes qu'on entre à la main, il faut avoir une clé physique avec laquelle l'appareil puisse communiquer, quel que soit le mode de communication. Et donc si on n'a pas cette clé, on ne peut pas se connecter au compte, point barre. Donc ce ne sera pas à mettre entre toutes les mains. C'est comme si Apple avait une sorte de volonté de s'adresser à un marché professionnel d'entreprise de plus en plus, parce que c'est plutôt dans ce domaine-là que ce genre de fonction est utilisé. Et les clés hardware seront utilisables avec tous les OS Apple début 2023, selon Apple. L'Europe va-t-elle réussir là où Epic Games a échoué ? Selon Bloomberg et Mark Gurman, Apple serait en train de préparer l'arrivée d'App Store tiers, permettant ainsi, malgré elle, le fameux sideloading qu'elle cherchait absolument à empêcher. Fabrice, c'est une révolution potentielle et une menace peut-être aussi pour nous. En fait, alors, je me suis aperçu que la réaction que ça me peut provoquer, c'était la colère. Je suis en colère contre Apple parce que je pense qu'ils auraient pu s'éviter tout ça en s'assouplissant eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on leur reproche plein de choses et ils s'arc-boutent, ils se protègent derrière leurs petits doigts en disant c'est une histoire de sécurité pour les utilisateurs, ceci, cela. Alors, c'est pas que c'est faux. Le problème, c'est qu'on l'a dit répété, surtout moi, notamment dans iWeek, c'est que Apple a bien fait la démonstration qu'il était possible d'installer des applications venant de n'importe où sur le Mac. Il n'y a pas de raison que ce soit pas possible sur l'iPhone. À côté de ça, avoir un magasin d'applications centralisé sur l'iPhone, c'est quand même très pratique. Et on voit bien, tous les utilisateurs trouvent ça formidable. C'est beaucoup plus simple. Et donc, maintenant, ils vont être forcés de le faire sur les iPhones et on peut se retrouver, donc la menace que tu évoques, c'est que ça devienne plus compliqué, qui est l'App Store d'Apple et puis celui d'un autre, d'Epic Games, et puis celui d'Amazon, et puis celui de Facebook, et puis celui de ceci, cela. Et c'est vraiment un vrai problème. C'est-à-dire que un des problèmes qu'on voit, c'est pas tellement... il y a plusieurs sources, pourquoi pas. Mais là où ça va devenir compliqué, où ça pourrait devenir compliqué, c'est si là où les applications qu'on a l'habitude d'utiliser disparaissent de l'App Store d'Apple parce que justement les développeurs décident que c'est pas le bon endroit, et on va se retrouver à avoir besoin de jongler entre tout ça de trucs. J'ose pas imaginer la difficulté que je vais avoir d'expliquer ça aux seniors que je forme, par exemple, pour installer tout ça. Voilà, je trouve vraiment, c'est pour ça que je trouve que ça me fait penser au Mac Pro de 2013 où ils avaient dit au bout de quelques années qu'ils s'étaient coincés dans un coin qui s'étaient piégés eux-mêmes. Et là, je trouve qu'ils se sont piégés eux-mêmes. Ils se seraient assouplis un peu, ils auraient baissé un petit peu la commission, ils auraient permis aux développeurs et tous ceux qui développent des applications d'avoir leur propre système de monétisation et personne ne serait venu les emmerder en fait. Donc tant pis pour eux, ils se sont piégés eux-mêmes. Il avait dit qu'il n'y toucherait pas,
Et pourtant, Elon Musk a suspendu le compte Twitter qui suivait chaque déplacement de son jet privé en temps réel et qui comptait 1 demi-million de followers. Il a même suspendu le compte Twitter de Jack Sweeney, l'étudiant de 20 ans qui avait créé ce compte Twitter en n'utilisant rien d'autre que des données disponibles publiquement. Petit règlement de compte personnel, Fabrice ? Ouais, alors je le fais pas en vrai parce que ça se fait pas c'est pas bon en audio, mais je pousse un long soupir, quoi. Parce que d'un côté on a la main droite de Elon Musk qui dit liberté d'expression, et de l'autre la main gauche qui dit non, je veux pas. Donc on a l'impression qu'il se prend pour un calife, quoi, comme dans la bande dessinée. Ça me fatigue. Et pour la petite histoire, Elon Musk lui avait proposé $5 000 pour fermer le compte. L'étudiant, qui est fan d'Elon Musk, avait répondu pour rire 50 000 ou une Tesla. Finalement, Elon Musk a donc choisi la solution radicale qui lui évite, entre parenthèses, de passer à la caisse. Leur voiture était tombée 100 mètres plus bas dans un canyon à l'écart de la circulation. 2 personnes ont pu être élitreuillées et secourues en Californie après avoir donné l'alerte via le SOS d'urgence par satellite d'Apple et la détection de collision depuis un iPhone 14. Et comme à chaque fois, Fabrice, les secours mettent le sauvetage au crédit d'Apple et de sa technologie. Alors voilà, ça c'est de la technologie comme on aime. Et on espère, on en a parlé dans iWeek, mais que cette fonction de SOS par satellite soit disponible le plus possible pour le plus de monde possible tout de suite, gratuitement, parce que ça sauve des vies. Et que ça, voilà, ça c'est la technologie à notre service, sur laquelle, semble-t-il, on peut compter. Là, il y a tout ce que, mis ensemble, tout ce que Apple a proposé avec iOS 16 et l'iPhone 14, les satellites, la détection de crash, les appels automatiques, formidable, quoi. Voilà. Alors là, je pousse pas un soupir, je pousse un cri de joie. Merci beaucoup. Et voici un drôle d'oiseau. Il s'appelle le Belt Cable Duo. C'est un câble à 2 bouts et il est signé Native Union, Fabrice. Ouais, j'aime bien ça parce qu'on a l'impression que le monde se prépare à l'arrivée, enfin, des iPhones à port USB-C. Et là, c'est un petit câble où d'un côté, il y a donc une prise USB-C pour le charger, et de l'autre, il faut imaginer une séparation en forme de T. Et d'un côté, il y a un port Lightning et de l'autre, un autre port USB-C, enfin une prise USB-C. Comme ça, on peut être prêt pour son prochain iPhone à port USB-C sans avoir changé de câble. C'est un clin d'œil, je trouve ça marrant, mais ça veut dire que le monde se prépare à l'arrivée de ça. Et on verra si Apple nous fait ce cadeau-là, entre guillemets, si j'ose dire, de l'iPhone à port USB-C, en espérant qu'ils ne se prennent pas les pieds dans le tapis, en nous préparant un iPhone sans port du tout, qui ne nous rendrait pas forcément la vie plus facile. La quotidienne iWeek Reviens demain.